Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Stéphane Delazérie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de Ça m'intéresse, le mensuel qui propose une nouvelle formule. Que transmettons-nous à nos enfants? C'est à la une: santé, parentalité, valeurs et évidemment une multitude d'informations, de questions. Enfin, franchement, c'est passionnant. Hein. Oui. On va parler avec ça vous. Ça a plus de 40 ans hein, quand même, ça m'intéresse. L'année prochaine, on fêtera nos 45 ans. Exactement, c'est quand même fou, un journal qui tient cette distance-là. Comment vous l'expliquez ? Je pense on s'adresse à des curieux. Nous-mêmes, on est des curieux, et heureusement, la curiosité fait toujours partie de notre monde. Mais aujourd'hui, on trouve tout partout. C'est-à-dire, si je veux savoir quelle est la longueur du lac Léman, je tape sur mon portable longueur lac Léman, j'ai la réponse. Donc, comment vous arrivez à combattre ces réseaux sociaux et l'ouverture qu'on a un peu partout? Déjà, en étant présent sur les réseaux sociaux, mais effectivement, vous avez raison. J'étais sur l'appli. Vous avez raison, on ne peut pas lutter sur la curiosité. Si je cherche quelque chose, aujourd'hui, je vais trouver. Je pense que nous, on va s'adresser à des personnes qui aussi ont envie de trouver une pochette surprise. Oui, c'est ce que vous dites dans l'éditorial. Ouais. Exactement. C'est la multitude en fait d'informations, la variété, et puis des enquêtes. La différence, en l'occurrence, celle qui est à la une, que transmettons à nos enfants, il y a une enquête, il y a une rédaction. Oui, il y a ça aussi. Ce n'est pas que des infos anecdotiques. On fait des enquêtes, on fait des formats longs, des formats courts, de l'insolite, beaucoup plus sérieux, toujours étayé. Et puis c'est aussi une porte d'entrée pour la connaissance. En fait, on est toujours, on donne envie. On donne des informations et puis on va toujours mettre un petit encart pour aller plus loin. Ça vous a intéressé? Vous voulez creuser le sujet? Allez-y. Mais vous êtes moins scientifique que Science et Avenir. Vous n'êtes pas sur le même créneau. On est moins scientifique parce qu'on est plus large en fait. On s'adresse de tout et on travaille quand même beaucoup sur la société, décrypter les tendances pour mieux expliquer le monde qui nous entoure avec du recul. Ouais. 4e mensuel le plus lu en France de l'univers premium, c'est-à-dire un univers plutôt haut de gamme, 2,5 millions de lecteurs chaque mois, des visites près de 2 millions sur le site, donc ça fonctionne très bien. Donc vous et le podcast qui marche très bien. Et vous allez nous parler de cette nouvelle formule dans un instant, mais tout de suite c'est le zapping. Et oui. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, c'est donc samedi qu'aura lieu l'enterrement du pape François après une cérémonie où le monde entier sera présent. Ça va être Sauf Vladimir Poutine. Sauf Vladimir Poutine, mais vous l'aviez dit hier. Et vous aviez raison. C'est the place to be. Hein. C'est limite si on sort pas les cocktails et les Voici désormais qui repose en paix. Le Vatican partage les premières images du corps du pape François dans son cercueil en bois, épuré. Bien loin de la tradition des 3 cercueils imbriqués, décorés, dans lesquels reposent habituellement les souverains pontifes. Nous sommes ici dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe du Vatican, là où le pape a vécu depuis son élection en 2013. Nathalie Bécard, la première femme nommée par le pape François à un haut poste de responsabilité au sein de l'Église, fait partie des rares à avoir déjà pu se recueillir auprès du défunt. Ce qui m'a particulièrement touchée dans ma prière aussi, c'est cette humanité du pape et qui a fait voir cette humanité de l'Église. Comme le veut le protocole, les appartements du pape François ont été scellés à l'aide de ce ruban rouge, quelques heures avant la mise en bière de son corps. Alors moi, ça me fascine, hein, tout ce qu'il y a avec l'anneau papal, tout ce qu'il fait. Est-ce que, par exemple, c'est des choses que vous pourrez aborder dans Ça m'intéresse ? Alors oui, mais de façon avec un pas de côté, je dirais, parce qu'on va pas être en frontal avec les télés, les radios qui vont traiter du chaud, de l'actu chaude. Nous, on va essayer de prendre un autre aspect, éclairé d'une autre façon. Là, sur le pape, on ne serait pas revenu sur la mort du pape en tant que tel. Non, c'est l'actu, on vous l'a dit. Non, mais où sont enterrés les papes, par exemple ? Où sont enterrés les papes, ou revenir sur des histoires incroyables de papes. Le moment où il y en avait 3, pourquoi il y en a eu 3. Il y a eu 3 papes, voilà. Oui, il y a eu 3 papes à un moment donné. Oui. Vous voyez, ça m'intéresse. Voilà. Aujourd'hui, Valérie, vous allez sûrement en parler dans vos débats. François Bayrou, Bruno Retailleau et Gérard Darmanin se rendent à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère, en soutien au personnel pénitentiaire qui subit actuellement des attaques, y compris à leur domicile. Hier, France 2 a recueilli le témoignage d'une gardienne de prison dont la voiture a été brûlée. Évidemment, depuis, elle va au travail, la peur au ventre. Cette jeune surveillante de prison du nord de la France a été prise pour cible sur le parking de son domicile. J'ai constaté qu'une des vitres avait été cassée, brisée.
La jeune femme porte plainte dès le lendemain. Elle dit n'avoir aucun conflit avec des détenus ou anciens détenus, mais elle fait tout de suite le lien avec la vague d'attaques contre des surveillants de prison. Et c'est aussi la piste privilégiée par les gendarmes. Moi, n'ayant pas forcément de problème à l'extérieur, je me suis dit mais c'est forcément en fait l'uniforme qu'ils attaquent. Et peut-être pas forcément ma personne, mais plus l'uniforme. Mais ça implique que quelqu'un vous ait suivi chez vous ? Non, j'ai vu personne m'observer ni me suivre, mais après peut-être que je l'ai pas vu. Jamais je me serais dit qu'un jour j'aurais pu être attaqué à l'extérieur en fait. J'imagine Oui, que vous on allez va en revenir parler sur, tout à l'heure, effectivement. Évidemment, dans Ça m'intéresse, on parle d'histoire. Il y a même une petite sœur, Ça m'intéresse histoire. Alors, histoire de revenir sur nos châteaux et nos trésors. Hier, Stéphane Bern était l'invité de C'est à vous. En plus, pour parler de l'Eurovision que des châteaux. Mais il a expliqué pourquoi son combat pour sauver le patrimoine lui tenait à cœur. L'idée que j'aimerais faire passer, c'est que derrière les pierres, il y a des gens. Les gens me disent « Ah, vous sauvez les pierres, vous sauvez pas les gens ». Mais si, moi je les connais, les 150 000 emplois qui sont derrière les tailleurs de pierre, les charpentiers, les couvreurs, les maçons, les électriciens, les marbriers. Je les vois travailler, donc je sais qu'ils ont besoin des chantiers. Puis je vois derrière des femmes et des hommes qui saignent aux 80, des associations de défense du patrimoine partout en France qui sont là en train de se battre. Je vous en prie Stéphane, aidez-nous, sauvez-nous notre petite église, sauvez-nous notre pont, notre lavoir. Et c'est à eux que je pense quand je fais un numéro patrimoine. Je me dis, ces gens-là, ils sont la force vive de ce pays et ils ont envie qu'on pense à eux. Alors, c'est quoi Ça m'intéresse histoire, la petite sœur de Ça m'intéresse? Alors, Ça m'intéresse histoire, c'est un bimestriel, effectivement. Là aussi, on va essayer de faire un pas de côté et nous intéresser surtout à la société, à la vie quotidienne, aux minorités, tout ce qui a été laissé de côté par l'histoire, le récit national. Parfois, on en parlera aussi, mais surtout des récits humains et des choses qu'on n'a pas vues, on croit tout savoir sur l'histoire. Un exemple concret dans on vient de le sortir dernier un numéro. hors-série sur la Seconde Guerre mondiale, qui sont les histoires méconnues de la Seconde Guerre mondiale. Méconnues, peu connues en tout cas, mais vous savez qu'il y a par exemple un Polonais qui s'est fait interner à Auschwitz volontairement pour jouer l'espion, par exemple. Non. Ouais, voilà. Donc, on va raconter des histoires humaines assez fantastiques qui sont laissées, qui sont restées un petit peu dans le placard de l'histoire. C'est vraiment la qui curiosité, le moteur, que ce soit exactement. Ça m'intéresse histoire ou Ça m'intéresse. Tout à fait. Alors, le grand changement d'il y a 45 ans avec le premier numéro de Ça m'intéresse, c'est évidemment la technologie qui a changé et j'imagine que vous avez de plus en plus de pages technologiques. Aujourd'hui, les caméras ont la taille d'une tête d'épingle et elles se nichent dans n'importe quel objet dans C'est à vous. Dans Zone Interdite, ils ont montré quelqu'un qui vend ces objets. Alors, ça peut être dans n'importe quel objet du quotidien. Alors évidemment, Valérie, c'est complètement illégal d'avoir une caméra dans votre tasse ou autre, mais vous allez voir, ça se niche partout, à commencer par des multiprises que vous pouvez acheter dans lesquelles il y a une petite caméra. Connectée à un téléphone portable, la prise multiple se transforme en caméra espion qu'on peut déclencher à distance. On peut avoir aussi une petite gourde de caméra, on pense plus jamais que c'est une caméra. Ça, c'est un purificateur d'air. Vous avez une petite caméra qui est cachée, qui est juste ici. On la voit absolument pas, elle passe très très bien. Est-ce que c'est autorisé ça ? Alors non, c'est pas autorisé. Le côté légal, illégal, nous ce qu'on dit, c'est bien une règle simple, c'est qu'on n'a pas le droit de filmer, d'enregistrer quelqu'un à son insu. Plus exactement, c'est interdit dans les lieux privés. Dans la rue, c'est toléré, mais seulement pour les besoins de l'enquête. Sûrement pas pour être diffusé sur les réseaux, par exemple. Ouais. Incroyable quand même. C'est interdit, mais on peut l'acheter un peu partout. Et là, il y avait, vous savez, les fameuses gourdes maintenant que tout le monde a. Et dedans, en haut, il y avait une petite caméra. C'est qu'on aurait pu traiter. Ouais, voilà, vous parliez de technologie, effectivement. Dans notre nouvelle formule, on a souhaité, si on suit un peu les évolutions de nos lecteurs, et tout bouge très vite en fait aujourd'hui. Ouais. Les attentes, les envies. De décrypter un petit peu. Il y a un intérêt pour les nouvelles technologies. Oui, en tout cas, comprendre quel impact ça va avoir sur notre société. Là, on a effectivement créé une rubrique qui s'appelle Et demain. Oui. Alors, pas du futur prospectif dans 50 ans, mais vraiment demain. Qu'est-ce qui va se passer? Comment nos technologies vont évoluer? Là, on s'est intéressé à la voiture autonome. Est-ce que demain, je vais me mettre dans la voiture, elle va conduire toute seule et je serai effectivement sur le siège passager, tranquille. Donc on décrypte ça. L'autonomie, et qu'on appelle voiture autonome, il y a plusieurs degrés. On a déjà en partie des voitures autonomes, pas comme les taxis qui roulent tout seuls à San Francisco ou à Wuhan, mais
Voilà, il y a encore pas mal d'étapes. Il y a encore des étapes. J'ai eu la chance d'être dans une voiture autonome il y a 2 ans sur un prototype de Citroën. Ouais. Ce qui était très drôle, c'est que mon caméraman était paniqué parce que lui, il avait le permis et donc il voyait les pédales et le volant tourner. Et moi, qui n'ai pas mon permis, ça ne faisait rien du tout, c'est parce que j'étais passager. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude d'avoir le volant et de tenir la voiture, c'était horrible pour lui. Mais allez voir l'Instagram de Cécile de Ménibus qui est en Chine en ce moment. Il y a un grand événement autour des innovations automobiles et elle était dans un taxi. Elle n'avait pas l'air du tout paniquée, dans un taxi autonome. Je ne sais pas si elle a son permis ici. Si, elle conduit des Formule 1 et tout ça. C'est le 3 avril. Peut-être pas, mais... Si, elle fait des courses. Elle fait des courses de voiture, Cécile. Oui, mais pas Formule 1. Ah, peut-être pas, mais elle a dû essayer. Oui, bien sûr. C'est le 3 avril 1975, il y a 50 ans, que sortait le premier album d'un chanteur au look de Titi parisien, casquette et bandana rouge, qui deviendra culte. Le bandana rouge, c'est un peu comme, vous savez, la marque de Marilyn Monroe. Eh bien, je parle bien sûr de Renaud. Il a sorti un album qui s'appelait Amoureux de Paname, et dans ce titre, il fustigeait les écolos du dimanche. Écoutez-moi, vous les ringards, écologistes du samedi soir. Cette chanson-là vaut pas un clou, mais je la chante rien que pour vous. Vous qui voulez du beau gazon, des belles pelouses, des petits moutons, des feuilles de vigne et des petites fleurs, faudrait... Ça fait 50 ans, vous imaginez ? Eh oui. Ouais, incroyable. Et voilà, on se retrouve dans un instant pour parler de la nouvelle formule de Ça m'intéresse. D'entendre Renaud, les 50 j'aime bien, moi, oui, j'aime bien. Puis c'est vrai que c'est vertigineux quand on se dit que c'était il y a 50 ans, on a l'impression que c'était hier. Voilà. Merci, on se retrouve dans un instant avec vous pour parler de Ça m'intéresse, nouvelle formule. Un auditeur me dit que quand j'étais gamin, j'ai gagné un abonnement à Ça m'intéresse. J'espère qu'il est toujours lecteur, en tout cas. Je ne sais pas, il nous le dira, Stéphane. Merci, à tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, Stéphane de Lazéry. On prononce comme ça, c'est bien. Vous êtes rédacteur en chef de Ça m'intéresse, le 4e mensuel le plus lu en France. Vous venez nous parler d'une nouvelle formule, donc à la une santé, personnalité, valeurs que transmettons à nos enfants, donc des dossiers comme à chaque fois, et puis une multitude d'informations toutes plus intéressantes les unes que les autres. Il y a également une enquête sur les médicaments contre l'obésité. C'est très, très, très à la mode. Comment on fait le sommaire d'un magazine comme celui-là ? En collectif, d'abord. Parce qu'on est quand même plusieurs à réfléchir. Après, c'est un cocktail, en fait. Voilà, on va essayer de balayer large, essayer de trouver des sujets effectivement qui concernent le plus les personnes ou qui les intéressent indirectement. Par exemple, on fait une enquête sur pourquoi il faut protéger nos haies, qui est à la fois le paysage français, le bocage, les haies disparaissent, pourquoi, il y a des choses qui sont mises en place, mais aussi, si vous avez un jardin, votre haie de jardin, comment effectivement faire, il y a des conseils. Oui, il y a des conseils, c'est-à-dire on évite le béton vert à grands coups de tuyas et de bambou, et on va protéger la diversité, on va protéger effectivement l'humidité de notre terrain, plein de choses. On peut aussi faire, nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui intéresse ? C'est plutôt la technologie, c'est plutôt le quotidien, c'est plutôt des questions économiques. Qu'est-ce qui intéresse justement Un peu tout, à partir du moment où aujourd'hui la lecture d'un magazine tel que le nôtre, ça doit être une bulle de plaisir en fait, parce que sinon on n'a pas le temps. Donc il faut déjà gagner la course au temps. Et donner du plaisir, pas être dans l'anxiogène, mais à la fois, c'est pour ça qu'on a un peu structuré notre magazine avec des émotions. Il faut émerveiller, il faut décrypter, il faut découvrir, étonner. Il faut se détendre, étonner. Pour que ça reste agréable en fait. Il y a toujours Stéphane, notre fidèle auditeur, qui dit comment êtes-vous devenu rédacteur en chef de Ça m'intéresse ? Pour le coup, ça m'intéresse. C'est une longue histoire, il nous faudra une grande émission. Mais moi j'ai eu la chance de travailler à Ça m'intéresse dans les années 90 et je suis vraiment tombé amoureux de ce magazine. C'était vraiment le magazine que j'avais envie de faire. Après, le parcours a fait que j'ai fait d'autres choses. Et j'y suis revenu il y a 3 ans. Alors, une nouvelle formule, pour quoi faire ? Et comment on décrète une nouvelle formule ? Il y en a eu une il y a 2 ans.
Mais parce que les attentes changent. C'est comme les anniversaires chez Carrefour. On est dans une société où on est bombardé d'informations, où je me rappelle, je fais une aparté, mais j'avais vu une émission sur la personne qui avait inventé le scrolling. Ouais. Il a dit, j'ai inventé la bouteille sans fond pour alcoolique. Quand vous êtes confronté à ça, capter l'attention sur autre chose, oui, c'est compliqué, c'est difficile, c'est un vrai challenge. Ouais. Après, technologie, la santé, tout ce qui nous concerne, on veut comprendre notre société, on veut comprendre ce qu'elle va devenir. C'est une formule quand même pour le scrolling, de dire j'ai inventé la bouteille sans fond pour alcoolique. Hallucinant. Hein. C'est la personne qui a fait le scrolling qui le dit. Oui. Alors, le scrolling, peut-être expliquer ce que c'est que le scrolling. Le scrolling, c'est pouvoir faire défiler sur son portable. Vous êtes sur un réseau et vous faites défiler les infos et vous n'arrêtez plus. C'est un mouvement perpétuel. Exactement. On est confronté à ça. On est confronté effectivement à de l'information qui arrive, gratuite, qui arrive de tous côtés. Et nous, il faut qu'on essaye de coller aux attentes du lecteur, qui change aussi. Ça change très. Donc, nouvelle formule, vous dites cette rubrique et demain. Oui. Ça, c'est important parce qu'il y a de l'inquiétude, du questionnement. De l'envie de comprendre, de mieux avoir les éléments clés pour se faire une opinion. On ne donne pas d'opinion, on donne juste des éléments, des façons d'aller plus loin aussi pour ceux qui ont envie, mais on va aussi décrypter des tendances de notre société qu'on ne voit pas forcément, mais qu'on subit. Oui, non, je regardais, je scroll, ça m'intéresse absolument. Non, mais par exemple, vous êtes allé au cinéma, je pense tout le monde, on s'est dit, nous, tiens, il y a de plus en plus de biopics. Pourquoi ? C'est une vraie tendance ? Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Depuis quand ? Il y en a toujours eu. Mais c'est ce qui est intéressant dans Ça m'intéresse, c'est la diversité des sujets. C'est-à-dire qu'on passe de la Sagrada Familia à la transmission, donc qui est votre très gros dossier, de savoir est-ce que l'histoire familiale se transmet, comment est-ce qu'on transmet la génétique. Enfin, il y a plein de les prédispositions génétiques dans les maladies, l'inné, l'acquis. On parle de psychogénéalogie, jusqu'où effectivement c'est prouvé, pas prouvé. On va balayer effectivement très large. Je pense que la définition, un petit peu, on se comporte comme des enfants de 8 ans, mais en étant adultes, en fait. Avec la même curiosité. Alors, vous appartenez au groupe Prisma, qui a été racheté par le groupe Bolloré. Et il y a une dizaine de jours, le groupe Bolloré a annoncé très clairement qu'ils allaient faire appel pour leur plupart et pour leurs journaux à l'intelligence artificielle. C'était une décision qui était assumée et que plusieurs journaux on remplace les journalistes par l'intelligence artificielle. Quelle est votre position Alors, je ne vais pas, évidemment, vous n'êtes pas un dirigeant du groupe et que rédacteur en chef, et donc je ne vais pas vous impliquer dans une décision de groupe, mais à votre niveau, quel est votre regard de rédacteur en chef de faire appel à l'IA pour Ça m'intéresse ? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'IA qui peut être au service des personnes. On peut le voir en santé, pour effectivement croiser des diagnostics, etc. Il y a une vraie aide. L'IA, elle est en plein développement. Elle fait partie de notre vie aujourd'hui, en fait. Donc il faut prendre ça pour acquis. Oui, mais est-ce que vous prendriez et publierez des articles fabriqués par l'IA ? C'est ça ma question. Nous, on n'en est pas dans le monde, encore là. Pour l'instant, effectivement, mais même au niveau du groupe, ou de ses salariés journalistes, on est formés. Quand même. Oui, alors après, il y a eu aussi pas mal de tests qui sont faits aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a pas, je crois, de décision en disant on va publier du print avec de l'IA. Ce qu'il faut aussi voir, c'est un outil pour moi, c'est un outil. Est-ce que c'est une aide ? On va tester ça, on va regarder. Mais n'oublions pas que derrière l'IA, il y a toujours un humain en fait. Il y a toujours un humain qui crée l'idée, il y a toujours un humain qui vérifie les informations, il y a toujours un humain pour réécrire, éditer, etc. Ça peut être un sujet pour Ça m'intéresse d'ailleurs, non ? Alors, on traite régulièrement on a fait un dossier IA justement, alors pas sur notre métier en tant que tel, mais on a fait un dossier il y a 2 mois sur l'IA, tout ce qu'elle pouvait changer en positif. On peut toujours voir, nous on a quand même toujours cet aspect de regarder les choses positivement en fait. On masque pas les choses, on masque pas le négatif, mais c'est pas ce qu'on attend. Mais est-ce que c'est l'avenir à votre avis ? Est-ce que vous pensez que à terme les journalistes vont être remplacés par l'intelligence artificielle ? Non, je crois pas, mais je dirais qu'il y a une vraie révolution technologique de la même manière que pour le papier, à un moment donné est arrivé des mises en page avec des logiciels de mise en page. Voilà. Et c'est à nous je pense que c'est vraiment à nous, journalistes, de nous approprier cet outil et d'en fixer les limites. Et puis la marque se déploie évidemment sur le web, sur les applications, évidemment sur des podcasts. Et on a également des vidéos, faites également des vidéos, et ça donne ça.
Toutes les nuits, vous pestez contre votre partenaire qui fait un courant d'air en tirant la couette, grince des dents ou ronfle à en faire trembler les murs. Comme 40% des Français, vous souffrez de troubles du sommeil. C'est bien normal. Dormir à deux est une aberration. Chaque nuit, nous faisons en moyenne 40 mouvements. Et quand l'un se retourne dans son sommeil, il y a une chance sur deux pour que l'autre change à son tour de position. Les ronfleurs sont un véritable fléau. Un homme sur 3 et une femme sur 6 font du bruit en dormant. Et pour ne rien arranger, en 30 ans, les femmes ont pris 2 cm et 2 kg et les hommes 5 cm pour 5 kg. Résultat, on ronfle encore un peu plus et on a moins de place dans le lit. Des études menées à l'université de Surrey en Angleterre ont montré qu'un tiers des Britanniques dorment moins de 5 heures par nuit à cause des mouvements de leur partenaire. Un chemin de croix quand on sait que l'on passe en moyenne 24 ans de notre vie à dormir. Alors d'où nous vient cette idée saugrenue du lit partagé ? De l'Église catholique, qui fait du mariage un sacrement au XIIIe siècle et impose dans la foulée le lit conjugal dans tous les foyers. Maintenant, vous savez. Un son de 55 secondes, et on a appris tellement de choses en 55 secondes. On a appris que ça venait de l'Église catholique, du fait qu'on soit à deux, le nombre de mouvements qu'on faisait dans un lit, qu'on se réveillait et qu'on dormait moins de 5 heures si on était à deux. C'est ça, en fait, la formule de Ça m'intéresse. C'est ça, et puis ça doit vous donner envie d'aller creuser, je sais pas, soit la taille du lit, soit les ronfleurs, soit l'histoire du lit. Parce que l'histoire du lit, au Moyen-Âge, on dormait aussi à plusieurs dans un lit, et on dormait de façon fractionnée. Et vous êtes toujours passionné, on sent que ça... Ah oui, c'est infini. C'est infini. Voilà, c'est infini. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes sont aussi curieux qu'avant ? Alors les jeunes sont moins des lecteurs de presse magazine, on le sait, clairement. Je pense qu'ils sont curieux aussi, mais voilà, ils assument leur curiosité différemment. Le tout, c'est de savoir sur quelles infos ils vont aller chercher sur les réseaux et autres. Là, par contre, pour rejoindre le problème de l'IA, vous avez vu passer, il y a eu récemment, mes collègues m'a fait remonter cette information, un philosophe totalement créé par IA, avec des références, qui a fait des interviews dans les médias. Voilà. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait, tout est fake. Tout est fake et tout est faux. Donc, je pense que là, notre devoir aussi, c'est auprès des jeunes générations, c'est d'arriver à les aider à comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux, de sourcer, etc. Ça, il y a toute une éducation à faire. Mais vous êtes obligé, pour les toucher, d'aller, comme le disait Gilles, sur les podcasts, sur les réseaux, sur les différents réseaux, pour ça, parce que effectivement le print n'est pas forcément le réflexe des plus jeunes générations. Ça reste des 40 ans et plus qui vont aller effectivement chercher le plaisir du papier, le plaisir de lecture, cette petite bulle de plaisir. Vous avez combien d'abonnés ? Il y a à peu près entre 70 et 80 000 abonnés. Ah oui. C'est important. Hein. Oui. Et ce que j'ai envie de dire aussi que c'est ludique. C'est ça qui est important aussi, c'est qu'on tourne les pages et on apprend des choses. La maquette a changé aussi. Elle est plus aérée avec des petits encadrés. C'est vraiment sympa. À la fois du zapping et des enquêtes. C'est vraiment un peu mêler tout, à la fois des sujets effectivement très visuels pour émerveiller, pour en prendre plein la vue, clairement. Mais effectivement, il faut se renouveler constamment. C'est un peu le travail qu'on doit faire au quotidien, quoi. Mais en tout cas, c'est très réussi. Nouvelle formule de Ça m'intéresse. Le slogan, c'est la curiosité, ça se partage. Plusieurs grands dossiers. Donc, Sagrada Familia, un sacré chantier. Là aussi, plein d'informations. Un dossier sur les voitures autonomes et sur, évidemment, ce que nous transmettons à nos enfants. Voilà. Un poisson peut-il reconnaître un humain ? Voilà, ça fait partie des questions. Alors, il peut ou pas ? Oui, il peut, oui. C'est vrai, Bubule, on peut parler à Bubule et oui, le poisson rouge, dire une mémoire de poisson rouge, en fait, c'est pas exact. Vrai. Non, à lire, donc Ça m'intéresse, nouvelle formule. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Stéphane de la Zéry. Et on se retrouve, nous, dans un instant pour les dernières informations médias. Merci à vous. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio,
Le supplément média. Le supplément média avec vous, Gilles. Oui, c'est un peu les dernières infos voilà, c'est une petite médias. revue de presse. Ouais. Évidemment, j'ai été pioché dans les différents journaux pour ces informations. Alors, j'ai pas été. Il n'y a pas moi-même d'infos mené exclusives. l'enquête. Non, Alors moi, j'ai une petite info, grosse info, exclusive, à confirmer néanmoins. Cyril Ferraud partirait pour TF1. Voilà. Je vous donne cette information à confirmer, mais sous quoi votre source ? je ne peux pas. Je suis journaliste, je ne donne pas mes sources, mais il partirait pour TF1 pour aller animer Danse avec les stars. Ah, ça vous laisse pantois. Voilà, ça me laisse pantois. Hein. À vérifier, à confirmer, mais c'est une info Sud Radio. À suivre. Vous êtes. Vous en êtes sûr ? Oui. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il anime ? On verra. Il est incontournable sur France Télévisions. On verra. On verra. Je vous ai séché. Petite info pour démarrer la journée. Bon, alors moi je vais être beaucoup plus banal, parce que j'ai fait une revue de presse. Stranger Things plus cher, Valérie. Ça m'a accueilli. Voilà, Stranger Things. Plus cher, c'est le cadeau de Pâques de Netflix qui veut mettre du beurre dans ses fictions. Alors malgré des résultats financiers florissants pour Netflix, pour la 5e fois depuis son lancement en 2014, ils vont donc augmenter les tarifs allant jusqu'à 33% supplémentaires en moins de 2 ans. Donc l'offre standard sans pub passe de 5,99 € à 7,99 €, ça fait une somme. La même offre sans pub passe de 13,49 € à 14,99 €. Pourtant, tout va bien pour la film qui a annoncé cette année 2,89 $ de bénéfices. C'est les 89 qui sont importants. C'est 2,890 milliards. 890 millions, voilà. 2,890 millions. Voilà, donc ça choque pas mal de choses que Netflix augmente, surtout dans cette période-là. Elle était venue sur TF1 faire un petit coucou pour ses 20 ans en 2022. Star à domicile, l'émission qui avait cartonné entre 2001 et 2004 est de retour dans les prochains mois. Je n'en reviens pas de votre annonce. Ça m'a tellement cueilli. L'émission donc qui avait cartonné en 2001 et 2004 est de retour les prochains mois sur TF1. Alors on connaît déjà les participants, si jamais. Oui. Pierre Garnier, Michou, Elena, vous savez, de la Starac. Non, je ne connais pas. Oh non, arrêtez, vous connaissez Elena quand même. En tout cas, visiblement, il y a une volonté de rajeunir très clairement. Jarry, avec un vieux concept quand même. Jarry, Vita et Jennifer. Alors, si vous êtes un proche et que ce proche est fan d'une de ces vedettes, le casting a démarré. Vous pouvez envoyer Star à domicile tout attaché 2025 à gmail.com. Donc, si quelqu'un est fan d'Elena, de Pierre Garnier, Michou, Elena, Jarry, Vita ou Jennifer, vous écrivez, le casting est en cours. Alors évidemment, Flavie Flavand, qui est sur France 2, qui présente Télématin, elle a indiqué que ce n'est pas elle qui présentera cette nouvelle version de Star à domicile, parce qu'elle reste sur France 2. Vous aimeriez présenter Star à domicile ? Non, pas spécialement. C'est vrai ? Non. Vous aimeriez qu'une star vienne chez vous ? Non. Voici une surprise ? Non. La nomination de Nicolas de Taverneau à la tête de la Ligue française à la LFP Média pourrait enfin changer la donne des retransmissions télé, car enfin le contact est enfin renoué avec Canal+. Maxime Saada a salué cette nomination dans l'Équipe, le journal, et il a déclaré que mettre autour de la table un interlocuteur comme Nicolas de Taverneau, c'était un bon moyen de le faire revenir sur le sujet de la Ligue 1. On peut enfin dialoguer avec lui, je le ferai. Il a quand même indiqué dans le journal, je n'oublie rien du préjudice du présent contrat. Parce qu'on sait que c'est très compliqué, que DAZN n'a pas du tout envie de rempiler, et donc on a encore peur une nouvelle fois pour les retransmissions de la Ligue 1. Mais l'arrivée de Nicolas Taverneau pourrait changer la donne avec Canal+, qui jusqu'ici a refusé toute possibilité de retransmettre et de participer, et de se concentrer sur d'autres choses. Bon, ça y est, Valérie,
Valérie. Canal+ se prépare. La TNT est de partir à quitter de la TNT et son canal historique. Donc il n'y aura plus rien il y aura plus rien. Si, il va y avoir France 4 sur Canal qui 4. va arriver sur le Canal 4 et donc presque plus rien avec Culture Box. Et donc on va retrouver Canal+ sur le canal 40. Rendez-vous sur le canal 40 sur vos box. Mais il reste quoi en clair? Il n'y a plus grand-chose. Il y a en aparté. Il y a en aparté, il y a Click. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose en clair. Mais pour les abonnés de Canal+, ça sera sur le canal 40. La chaîne s'apprête à lancer de nombreuses opérations marketing pour communiquer sur ce changement historique. Et si vous êtes abonné, vous avez peut-être reçu un mail, Valérie. Vous voyez le 4 se changer en 40. Vous n'avez pas reçu ça? Non. Et c'est déjà sur la chaîne 40. Vous tapez D'accord, on tape sur SFR ou sur les box Free, vous verrez sur le canal 40, il y a déjà Canal+. Et comme on est une émission média, 2 parutions importantes cette semaine, Paris Match qui publie, et nous on va en reparler, l'interview exclusive de la fille de François Bayrou qui raconte qu'elle a été victime de violences à Bétarame, donc c'est à lire demain dans Paris Match, et elle qui publie également une enquête exclusive sur des violences conjugales dont 4 anciennes compagnes accuse le chef étoilé Jean Humbert, vous savez, qui avait été rendu célèbre par Top Chef. Donc, et qui est surtout, et où ça pourrait poser des problèmes, c'est que surtout vient d'ouvrir un restaurant à Disney. Ah oui. Au cœur de Disney. Et c'est peut-être là où on n'a pas encore lu, on a lu des extraits. Il a répondu que c'était dans le cadre d'une relation de couple que les choses s'étaient passées. Et voilà. Bon. Ça y est, ça a été annoncé, Valérie. HPI, le carton de TF1, est de retour pour une 5e saison et sûrement la dernière. Dès le jeudi 15 mai à 21h10 sur TF1, Morgane Alvaro est de retour. On retrouvera aussi Karadec, qui est désormais peut-être le papa de l'enfant de Morgane. Enfin, on est sûr que c'est l'enfant de Morgane. Alors, le jeudi 15 mai, ça... Vous suivez pas HPI? C'est vachement bien, HPI. Bon, en tout cas, elle a été enceinte durant toute la saison dernière et on a découvert que c'était Karadec qui était le bébé. Enfin, le père de l'enfant. Mais le jeudi 15 mai... ça a posé un gros souci, parce que ça devait être la finale des traîtres sur M6. Panique à M6, alors avec un HPI qui nous fait des 5 ou des 6 millions, c'était pas possible de diffuser la finale des traîtres. Donc M6 a annoncé à décaler pour résister à ce rouleau compresseur. Du coup, les 2 derniers épisodes des traîtres seront avancés au samedi 10 mai et sur la case du samedi. Je vous ai fait 2 informations en une. Vous pourriez travailler, ça m'intéresse. Alors ça, c'est génial, je trouve. Après, il faut voir dans la réalité. Mais qui n'a jamais rêvé d'obtenir son bac des années plus tard, en étant adulte? TF1 lance cette semaine le tournage d'une nouvelle série qui va s'appeler Diplôme. Ah, vous avez suivi? Non. Qui va s'appeler Diplôme. Alors, il y a Delphine, elle a 60 ans, Laïla, 41 ans, Pierre, 35 ans, Sam, 66 ans, Hissène, 26 ans et Jen, 21 ans, qui vont tenter de s'inscrire au lycée pour adultes pour passer leur bac et repasser leur bac. On imagine toutes les aventures et tout ce qui peut se passer. Alors, les candidats, ils s'appellent Clémentine Sélarié, Bernard Campan, Camille Lelouch, Guillaume Labbé, Julie Sassou, Charles Berling et Ahmed Kontard. Je trouve que c'est un super casting et c'est une super idée. Je trouve ça vraiment original comme idée d'avoir des adultes qui veulent repasser leur bac. Et puis une information, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait de blog, c'est le retour de Secret Story, bientôt de retour sur les antennes du groupe TF1. Le casting est toujours ouvert. En tout cas, Secret Story va revenir. Et puis un truc qui est assez vieux, mais je vous en parle puisqu'il nous reste 1 minute 25. C'est TF1 qui a acquis les droits de The Box. J'ai dit acquis? Oui, acquis les droits de The Box, qui est un format de Norvège, qui est quelque chose de fabuleux, qui est sur TV2 et qui cartonne. C'est un jeu où vous verrez que 12 candidats se retrouvent au cœur d'un challenge et qui doivent comprendre et résoudre. Et le vainqueur qui trouve ce challenge, qui ouvre la boîte, devient le vainqueur de The Box, parce qu'il y a une boîte à ouvrir.
Voilà, madame. Eh ben, c'était pas mal d'infos intéressantes pour ceux qui se passionnent comme nous pour les médias. Et c'était un petit résumé de ce qu'on trouve dans la presse. Absolument. Et l'Arcom, qui annonce hier soir avoir mis en demeure 2 sites pornographiques pour ne pas avoir mis en place un système de vérification d'âge pour leurs utilisateurs. Sauf que s'il faut cliquer oui j'ai 18 ans, je suis pas sûr que ce soit le meilleur des systèmes. Je pense qu'il faut mettre une pièce d'identité maintenant avec la nouvelle loi. Je sais pas, mais à vérifier, mais quelqu'un m'en avait parlé en me disant en fait il faut juste à mettre en place un système d'identification. Ouais, c'est ça. L'Arcom travaille. On se retrouve dans un instant nous pour les débats. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.